Bonjour Luna. Bonjour Maryse. Alors Luna, qu'allons-nous aborder aujourd'hui comme thème? Aujourd'hui, on va aborder le sujet très confrontant et complexe de l'estime de soi. Oh, l'estime de soi, c'est ce qu'on entend souvent autour de nous quand quelqu'un va pas très bien, dans un certain mal-être, et pourtant on n'en a pas une bonne définition. Est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que cela signifie avoir de l'estime de soi? Alors, avoir de l'estime de soi, c'est se donner de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire se donner de la valeur? Est-ce que c'est comme pour un objet que l'on va estimer, par exemple si c'est pour une vente aux enchères, on va faire une estimation de son coût par rapport à sa valeur, donc en lien avec qualité de ce qu'elle a. Alors Maryse, étymologiquement, estime de soi est dérivé d'estimer, qui est lui-même emprunté au latin estimare, qui signifie évaluer le prix d'une chose, apprécier. Donc on pourrait en venir à la conclusion que estime, dans son histoire d'origine du mot, il est déjà dans cet aspect de valeur marchande. Donc est-ce que ça voudrait dire que l'être humain a été objetisé toutes ces années? Je pense que c'est sans doute un peu là où le piège réside. C'est qu'on se trompe de définition depuis le début. On a depuis toujours des mots comme ça qui ont un double sens. Il faut surtout prendre le temps de bien comprendre le sens de chaque mot. En effet, si on parle d'estimer quelque chose, on va parler de l'évaluer. Et forcément, ça va être une idée de mesurer, de donner un prix, d'attribuer une note. Et sans qu'on s'en rende compte, on va très rapidement se retrouver dans ce piège de donner une valeur marchande, finalement, même à un être humain. Effectivement, finalement, quand on regarde même à l'échelle scolaire, on est noté et on a l'impression que c'est toute notre personne qui est évaluée à ce moment-là. Et donc, d'où finalement le manque d'estime de soi, parce qu'on va avoir l'impression que la note sera le résultat de notre valeur. Oui, parce qu'au final, il y a vraiment une confusion. Et cette confusion, elle est transmise au fil du parcours scolaire, puisqu'on va enfermer l'être humain à être un individu qui est à l'école, donc un élève. Et en tant qu'élève, on va le comparer donc à ses résultats scolaires, à son intelligence logico-mathématique, et on va plus du tout tenir compte de ce qui le fait exister pleinement. Et pour le jeune et notamment l'adolescent, pour lui, l'estime de soi, ça va être une histoire d'évaluation et de se noter lui-même par rapport à ce qu'il réussit à l'école ou s'il ne réussit pas. Ce qui devient vraiment un enfermement, quelque chose qui va déjà apporter une mésestime de soi. Tout à fait. Et finalement, c'est ainsi qu'on va développer ce besoin de validation dans le regard des autres, un peu comme si on était qu'un simple objet à valider, un document à valider comme le bac ou le permis de conduire. Alors que finalement, par exemple, un bébé quand il naît, il ne fait rien pour mériter sa valeur. Il ne produit rien, il ne réussit rien et pourtant, sa valeur ne se discute pas. Oui. Il est et cela suffit complètement. Il est né, et donc déjà c'est un beau cadeau donc de la vie. Ses parents le reçoivent pour répondre à déjà ses besoins vitaux. Et ses besoins vitaux, c'est sa seule manière de communiquer avec ses parents. Et si émotionnellement ses parents à ce moment-là, ils se retrouvent dépassés, débordés par leur propre vie, le bébé, il va comprendre son arrivée dans cette famille uniquement par les émotions. Et en fait, il va ressentir ses parents dans leur disponibilité totale ou au contraire, comme si il était là, mais un peu dérangeant ou gênant pour eux parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de lui. Donc finalement, c'est là où arrive la première marque de faible estime de soi. Dans l'interprétation que le bébé il va avoir de son arrivée donc dans une famille.
Tout à fait, parce qu'en fait, un enfant, il n'est pas encore, il ne peut pas encore comprendre le monde comme un adulte. Il est encore petit, il n'a pas encore cette conscientisation ni cette maturité suffisante pour comprendre le monde comme un adulte peut le comprendre. Et en fait, il ne va pas pouvoir expliquer, par exemple, la fatigue de ses parents, le stress qu'ils peuvent avoir. Même parfois, ils peuvent être absents ou avoir quelques maladresses, avoir quelques silences. Et en fait, l'enfant, à ce moment-là, il n'a qu'une seule logique émotionnelle. Il se dit, si mon besoin n'est pas comblé, c'est que moi, je ne compte pas assez. Et on arrive déjà donc dans l'un des premiers mécanismes, donc qui est même un mécanisme décisif pour toute une vie, c'est cette empreinte émotionnelle d'une conclusion que les émotions vont donc émettre et que le bébé, lui, va percevoir comme bah oui, je dérange, je suis de trop. Et bon, bien sûr qu'on ne peut pas faire parler à bébé Luna, mais on parle véritablement de ce qui va s'inscrire dans déjà son socle de développement et de croissance intérieure. Tout à fait, c'est son ressenti émotionnel qui est développé quand il est enfant. Il y a juste ça, il n'a pas encore, justement, comme je disais, la conscientisation. Il est plus dans le ressenti. Et c'est un peu ce qui va d'emblée fausser, j'ai envie de dire, toute sa vie, parce que après nous sommes des adultes qui sommes érigés sur le socle donc de l'enfant que l'on a été et la perception que l'on a eue de notre place dans une famille. Et donc cette blessure de valeur, puisqu'on peut l'appeler comme ça, va être à l'origine de toutes les autres blessures qu'on appelle les blessures de l'enfance. Oui, tout à fait, parce que finalement, on pourrait appeler cela plus une blessure d'estime qui va regrouper toutes les blessures émotionnelles que l'on connaît, telles que le rejet, l'abandon, etc. Par exemple, un silence va peut-être devenir la fameuse blessure de rejet, ou la distance deviendra la blessure d'abandon. En fait, c'est vraiment cette blessure d'estime qu'on va chercher ensuite à réparer tout au long de son parcours de vie. Et donc, on se rend compte que la faible estime de soi est à l'origine de notre conception et vraiment un socle, comme pour une maison, si on bâtit une maison sur des fondations qui ne sont pas solides. Si le bébé il reçoit cette information et il l'interprète par le fait de ne pas avoir de valeur, et ben, toute sa vie, il va être dans cette stratégie de chercher sa valeur et de chercher encore plus sa valeur et d'être presque dans une difficulté à exister. Parce que c'est un peu comme si c'était, j'ai envie de dire, le plus grand mensonge de sa faible estime de soi, parce qu'il croit qu'il ne vaut rien. Et c'est ce qu'on entend parfois de la bouche de certaines personnes, il dit « je ne vaux rien ». Et en fait, il faudrait remonter à ce moment où il est arrivé, donc cette personne est arrivée au monde, et remplacer le « je ne vaux rien » par « je suis né ». Je suis né, ça veut dire je suis, tout simplement. Je suis. C'est pas je n'existe pas. Et sa valeur, ce sentiment d'existence va alors devenir je mérite d'exister et non plus je ne vaux rien. Absolument, absolument. En fait, c'est vraiment comme si il y avait cette sorte de distorsion, comme si on portait des lunettes déformantes, que le monde semble complètement penché. Parce qu'en fait, alors que ce n'est pas le cas. Et on va développer finalement ces fameuses stratégies pour trouver sa place, mériter sa place. Redresser le monde. Et par exemple, on va vouloir faire plaisir, on va essayer de réussir, on va se taire quand on va se dire que pour ne pas justement déranger l'autre, on va se suradapter, on va devenir presque parfait, on est en quête de perfection qui n'existe pas. Et on va surtout ne pas vouloir déranger parce que on se dit que pour être heureux et pour être en sécurité, c'est les stratégies à adopter. Alors qu'en fait,
c'est pas du tout ça. Tout vient de cette fausse interprétation où si on se considère comme quelqu'un qui n'est pas assez et qui a toujours besoin de prouver en fait sa légitimité ou son existence, en fait on va toujours avoir des relations avec les autres où ça sera, j'ai envie de dire, tiède, parce qu'on a ce gros doute sur est-ce qu'on mérite notre place. On n'ose pas demander, j'ai envie de dire, on se contente des miettes et on se cache en disant merci pour les miettes. Et tu vois, on se suradapte et même parfois on se dévalorise avant même qu'on nous dévalorise. Ouais. Et tout cela vient, bien évidemment, c'est la conséquence de ce filtre où on a manqué de preuves de notre valeur à l'arrivée même sur Terre. C'est-à-dire que on est dans presque la racine, j'ai envie de dire, du mal, parce que on doute de cette valeur et qu'on se sent comme un enfant qui n'a pas eu de valeur. Et c'est pas qu'on n'a pas eu de valeur, on n'a pas eu de sécurité émotionnelle, c'est pas la même chose. Et pour intégrer la valeur, il nous faut cette sécurité intérieure. Et ça n'a rien à voir avec la faute des parents, la faute de l'enfant. C'est juste une histoire de contexte, parce qu'il faut remettre chaque naissance dans son contexte, de transmission, de fatigue, de manière de se comporter du parent ou des parents. Et c'est ce qui va faire qu'il faut corriger à l'âge adulte cette interprétation fausse dans nos stratégies de vie. Absolument. Et finalement, c'est vraiment essayer de ne plus être dans ce conditionnement, dans cette envie d'aller chercher à plaire, chercher la reconnaissance chez l'autre et véritablement se valider tellement qu'on n'a pas besoin qu'on nous dise « Oh, je te reconnais ». En fait, déjà se reconnaître soi-même, c'est déjà génial. Et je pense que le jour où on va arrêter de célébrer le fait qu'une personne nous ait dit qu'elle nous reconnaissait, je pense qu'on avancera parce qu'on n'a pas besoin que l'autre nous valide. On doit se valider soi déjà parce qu'on n'est pas un objet, on est un être. Oui, parce qu'il est vrai que lorsqu'on interagit au quotidien dans nos relations, on se rend compte que tout le monde recherche une valorisation à travers les autres et notamment, par exemple, des compliments. On attend l'admiration des autres, on attend l'amour et dès que ce regard disparaît, c'est un peu comme si on perdait quelque chose. Et moi, ça me fait beaucoup penser à des contes ou à même cette célèbre fable de Jean de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, Luna. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fable, si vous lisez cette fable, donnez-lui justement ce sens de tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est bien ici la morale de cette fable parce que si le corbeau se laisse piéger par le renard, c'est parce que le renard va manipuler en fait le corbeau dans sa faiblesse. Et sa faiblesse, ça sera de son estime de soi en lui disant, en le flattant et au final, il va ouvrir son bec et laisser tomber son fromage, son trophée, j'ai envie de dire, juste parce que le renard est rusé, il le flatte. Et j'ai envie de dire, qui n'a pas été un jour corbeau ? Totalement. C'est vraiment une métaphore, une excellente métaphore de ce qu'est la mésestime de soi-même. C'est-à-dire que on va être flatté et on va tellement être dans cette... Oh là là, on m'a complimenté, on m'a reconnu, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on va laisser finalement tomber quelque chose qui est beaucoup plus important que ce compliment de l'autre. Parce que si je me valide 10 sur 10 en estime de soi, que la personne me complimente, ça va pas non plus me faire plus que ça. Oui, parce qu'on va juste remercier, dire c'est gentil, mais pour autant, on garde notre sécurité intérieure, on le remet pas donc à l'autre, on ne confie pas à l'autre notre besoin d'être
heureux ou notre besoin d'être reconnu. C'est un peu comme si on disait que quelqu'un me flatte et je deviens un peu cette chose qui a une valeur marchande. Donc, le prix, en fait, des compliments, c'est que parfois, quand quelqu'un nous flatte, là, le renard, il voulait juste récupérer le fromage. Hein, il n'avait pas besoin d'avoir des relations extraordinaires avec le corbeau. Tu comprends ? Il y a toujours en dessous une fourberie ou une ruse, ou en tout cas des intérêts. Une stratégie, ouais. Ouais, c'est une stratégie pour piéger l'autre. L'estime de soi est primordiale dans la construction de l'équilibre psychologique. Et on n'a pas à chercher cette estime de soi chez les autres. Exactement. Et d'après Christophe André et François Lelore, je lisais ça dernièrement, l'estime de soi repose en fait sur 3 piliers fondamentaux. La confiance en soi, à ne pas confondre justement avec l'estime de soi. Oui, parce que la confiance en soi, c'est le passage à l'action qu'on va faire en direction de nos objectifs. Exactement, la confiance en soi n'est qu'une composante de l'estime de soi, accompagnée de la vision de soi, donc l'image qu'on va avoir de nous-mêmes, et l'amour de soi qu'on va se donner à soi-même, à cultiver chaque jour. Et c'est vraiment ça qui compose l'estime de soi. Et c'est pour ça il y a souvent beaucoup de confusion entre confiance en soi, amour de soi. Mais tout ça, c'est la même chose, en fait. C'est le grand mot de l'estime de soi, en fait. Alors moi, j'aime bien, Luna, pour parler de l'estime de soi, d'évoquer l'image d'une maison. Ouais. En fait, j'aime beaucoup l'image de la maison parce que pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment les fondations. C'est le socle qui va nous permettre d'ériger, de construire notre présence à la vie. Et que, en fait, cette maison, elle est là, elle est solide parce qu'elle nous abrite. Et comment on va faire qu'on vit bien dans cette maison ? C'est grâce à l'amour de soi. C'est la manière dont on va habiter cette maison, comment on va en prendre soin, comment on va la respecter. S'il y a une fissure, comment je vais réparer la fissure. S'il pleut, comment je vais faire pour m'assurer que tout va tenir quand même et je ne vais pas abandonner ma maison. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment tout ce qui va faire la solidité de mon être. Et m'accompagner tout au long de mes objectifs à atteindre. Et l'amour de soi, c'est comment je vais décorer en fait les murs de ma maison pour qu'elle soit solide, que la maison elle soit solide. Et comment je vais y vivre bien, dans une présence totale, parce que je fixe ma sécurité moi-même, parce que j'ai mes repères qui sont là pour moi-même et que je ne vais pas donner à quelqu'un d'autre ma maison intérieure et dire à la personne « occupe-toi de ma maison intérieure ». Donc, c'est vraiment la maison intérieure, pour moi, c'est mon corps, mes pensées, mon esprit, mon cœur. En fait, comment je m'occupe de moi au quotidien à l'intérieur de mon corps que j'habite. Parce que comme je le dis toujours, c'est ma première maison. Tout à fait, et c'est véritablement le retour du coup à soi, au corps, et aussi une connaissance de soi suffisante pour savoir là où ça pêche parfois, là où je peux avoir des moments de doute de moi-même, etc., sur lesquels je peux agir pour ne pas justement me faire du mal et tomber dans quelque chose de compliqué pour moi. Il faut en fait se délester de toutes ces blessures qu'on a pu avoir et en fait essayer de se réparer de tout ça et de refaire confiance à sa maison intérieure. Et en fait, un simple exercice qui est vraiment très simple à faire pour revenir dans, par exemple, moi, les conseils que je pourrais donner, c'est l'estime de soi, c'est premièrement une prise de conscience de tout ce qui n'est pas de l'estime de soi, c'est-à-dire la prise de conscience des moments où justement je vais être très dure envers moi-même. Par exemple, je vais me réveiller, tout simplement, me réveiller le matin, prendre ma météo intérieure et me dire, là je me réveille, je suis contente de me réveiller déjà, c'est déjà une raison d'être 10 sur 10 en estime de soi, je suis vivant, je respire, j'ouvre les yeux, je tiens debout. Et ensuite,
qu'est-ce qui va ébranler cette confiance en soi et la faire baisser de 10 sur 10 à 9 sur 10, à 8 sur 10 au fur et à mesure. Souvent, ce qui va se passer, c'est que maintenant, l'habitude qu'on prend, malheureusement, c'est de directement prendre notre téléphone et de scroller, et de regarder les réseaux et de tout de suite avoir ce truc de voir des photos de personnes qu'on aimerait être ou voilà, une vie idéalisée ou de nombre de likes ou de vues. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? On va passer devant un miroir et c'est un peu comme si c'était devenu une loupe et un gros zoom en fait sur tout ce qui ne va pas chez nous. C'est-à-dire là on va se dire mais pourquoi je suis pas comme sur la photo de cette personne que j'ai vue ce matin, pourquoi mon corps est comme ci, pourquoi mes cheveux sont comme ça et voilà. Et là on baisse petit à petit en estime de soi. Et prendre conscience de ça, c'est s'aider en fait à se réajuster. Et justement à essayer de comprendre que la personne que j'ai vue sur mon réseau social ce matin, elle a mis en scène sa photo. Et elle se réveille pas comme ça tous les matins. Elle a peut-être aussi les mêmes doutes, les mêmes moments de justement où elle se regarde dans le miroir, où elle se sent peut-être pas bien dans sa peau. Et il faut tout de suite revenir à la réalité de la vie, où on est tous comme on est, où on a tous nos moments, et il faut juste vraiment être beaucoup plus bienveillant envers soi-même et pratiquer finalement l'auto-compassion, l'auto-louange, ouais. l'auto-compassion, vraiment être dans tout ce que j'ai envie de dire aux autres parfois quand ils n'ont pas le moral et que je me fais confident ou confidente ou conseiller ou conseillère. Je me le dis aussi à moi-même. Je pratique l'estime de soi pour moi avant de dire que je vais pouvoir aller aider l'autre. Exactement. Et dans le fameux triangle de Kapman, c'est vraiment je ne suis ni victime, je suis ni bourreau et je ne suis pas non plus sauveur parce que parfois certaines personnes se donnent ce beau rôle parce qu'ils disent c'est un beau rôle. Mais quand je deviens sauveur, ça veut dire que je suis en train de me donner un rôle pour exister dans la vie de l'autre, pour qu'il me dise merci et que j'arrive pas à me dire merci à moi-même. Bien sûr qu'on peut aider les autres, toujours. Mais par contre, le premier sauveur, on doit être le sauveur de nous-mêmes. Nous Absolument. sauver de tout ce dialogue intérieur négatif, comme tu disais, le matin quand on se réveille ou même quand on interagit à la première vexation. Et je pense que, comme tu disais, le premier conseil, c'est vraiment l'auto-accompagnement par la prise de conscience. Et moi, le deuxième élément qui, pour moi, est important, c'est l'accompagnement des émotions. Absolument. Parce que le cerveau, oui, est câblé sur le négatif, il faut le savoir, c'est notre cerveau reptilien. Et forcément, c'est soit fuir, soit combattre. Partant de là, on a l'impression que dans la vie, on est tous les jours dans la stratégie d'attaque ou de fuite. Et en fait, non. On peut travailler sur nos émotions en ayant un regard où on s'observe dans nos manières de réagir. On va défocaliser des autres et peut-être un peu davantage se regarder dans ce qui n'est pas bon pour nous. Et à la seconde, essayer de se rectifier en se disant, plutôt que de se répéter, là, qu'est-ce que je suis en train de faire, ça va pas, plutôt dire, waouh, tu as le droit, c'est comme ça. Là, à ce moment précis, tu ressens cette émotion, mais par contre, elle ne dure que 90 secondes, cette émotion. Et si je l'observe dans les yeux, j'ai envie de dire, ça va disparaître comme les nuages qui disparaissent aussi vite. Donc, sortir du rôle de sauveur, sortir du rôle de victime, alors surtout pas de bourreau, mais s'observer dans cette manière bienveillante qu'on a avec soi-même, parce que je te rappelle, Luna, que c'est avec nous-mêmes que nous vivons tout le temps. Exactement. Et il me semble, Maryse, que tu avais un petit exercice justement à pratiquer pour apprendre de nos émotions. Par exemple, quand on se réveille le matin et qu'on est un peu lourd, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout de suite analyser cette émotion et la relâcher ? On peut faire cet exercice les yeux ouverts ou les yeux fermés. Si par exemple je sens que j'ai du mal le matin comme ça ou même à un moment de la journée il y a quelque chose qui me pèse parce que je sais écouter mon corps, je reste un moment à l'écoute de ce qui se révèle dans mon intériorité et j'essaie de voir où se situe ce poids, où se situe cette crispation.
et je reste dessus. Par exemple, si je ressens une crispation, je ne sais pas moi, dans le diaphragme, et ben, c'est un peu comme si je regardais, mais mes yeux, c'était un projecteur qui éclairait la zone du diaphragme. Et je reste donc à observer le diaphragme. Et en fait, à ce moment précis, on va ressentir un relâchement petit à petit parce que cette zone, elle va accepter cette attention que je lui porte et petit à petit commencer à révéler donc un message. Et en fait, tout de suite après, on va voir que le mouvement de cette zone va m'amener, je sais pas moi, vers mon abdomen, vers mon ventre. Et pareil, coup de projecteur sur cette zone. Et on aura la respiration qui va donc s'amplifier et la zone qui va se détendre. Et ça va remonter le plus souvent vers le mental, vers la tête. Et là, coup de projecteur dans mes pensées et j'arrive à l'émotion ou à la pensée négative qui était à l'instant. Et là, hop, la magie donc de ce coup de projecteur, c'est que je vais conscientiser, comme tu as dit tout à l'heure, j'aurai la prise de conscience que j'étais soit en train de douter, soit en train de ressasser, soit en tout cas, je n'étais pas connectée à l'instant présent et certainement pas à une pensée positive. Et en fait, quand on va utiliser ce coup de projecteur magique à chaque instant, et c'est un excellent révélateur et un excellent indicateur de comment on peut se polluer nous-mêmes et faire baisser notre estime de soi presque à chaque seconde. Et aussi comment on peut réguler finalement assez rapidement cet état qu'on avait. Voilà, ça arrive à tout le monde de se réveiller, d'avoir tout tas d'émotions. Comme on disait, on a beaucoup de pensées, hein, on a notre cerveau qui fuse toute la journée. Donc c'est important d'avoir ce petit moment qu'on s'autorise à avoir pour lâcher justement la pression qu'on peut se mettre. Donc analyser l'émotion, peut-être se poser la question quelle est l'émotion qui émerge quand je ferme les yeux et que je sens la petite crispation à l'intérieur de moi, et ensuite faire ce que tu as fait, mettre le coup de projecteur, relâcher et ensuite repartir dans sa journée en étant un peu plus relâché justement. 10 sur 10 en estime de soi, Luna, c'est vraiment presque valider à chaque seconde notre place dans notre vie, notre juste place, notre vraie place. Et le deuxième exercice que j'aime beaucoup, c'est aussi, je vais donc prendre un petit temps de porter mon attention sur moi-même. Et si je me sens un peu tendue et un peu dans une forme de mal-être, j'accueille et je respire dans ce qui émerge. Et je laisse partir tout ce qui me pèse à l'instant, si c'est des tâches donc difficiles, des contraintes. C'est un peu comme si je dis, allez, je dépose tout ça comme des poids trop lourds, comme des fardeaux ou même des valises que je dépose sur le sol. Et ensuite, quand j'ai pris conscience que j'avais j'avais un moment où je défocalise de ce qui pèse, ma respiration à nouveau va être plus ample. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui me reste quand j'ai déposé ce poids ? Et qu'est-ce qui me reste ? Il me reste moi, en train de respirer. Et juste ce moment de petit recentrage intérieur, je me dis, je respire, je suis. Et si mon estime de soi à 10 sur 10, c'était juste être vivant à l'instant présent. Peut-être que là, je me donnerai tous les diplômes de la Terre et toutes les meilleures notes et même peut-être une valeur marchande de plusieurs millions, tu comprends ? Tout à Juste fait. être là, présente, vivante dans mon corps et hop, je repars dans mes activités parce que je radoucis quelque chose dans mon rapport avec moi-même, dans mon rapport à la vie, je me parle avec douceur, j'accueille mes émotions et surtout, je crois, la troisième étape, Luna, c'est que je pose des limites au lieu de m'oublier et en donnant la priorité aux autres ou à des tâches à accomplir. Je reviens à mes limites personnelles. Exactement. C'est en fait finalement une manière de réaliser que notre présence
se suffit à elle-même. Il n'y a pas de titre, ni d'origine, ni de couleur de peau, ni de statut social. C'est vraiment juste ma présence, mon existence qui est là, est suffisante, qui se suffit à elle-même et qui est déjà extrêmement riche, avec une immense valeur qu'il faut reconnaître. Et puis voilà, et je pense que c'est ça, on peut se donner toutes les récompenses de la Terre quand on réalise ça. C'est une manière de redéfinir, en fait, vraiment, aujourd'hui, Luna, dans ce podcast, cette notion d'estime de soi, qui est quelque part le vrai problème de toute problématique que l'on rencontre, que ça soit en matière de conflits, tensions, harcèlement, surmenage, etc. Alors que c'est simple, l'estime de soi, c'est juste je reviens à moi et je reviens en lien avec ce qui est solide en moi, c'est-à-dire pas à l'extérieur, mais ma relation vivante à moi-même. Juste ça, c'est je suis en relation vivante avec moi-même. Vivante, tu comprends ? Vivante. Et en fait, c'est cette estime de soi qui n'est jamais acquise. Alors là, c'est jamais quelque chose sur laquelle on va travailler, on va dire ça y est, c'est bon. En fait, l'estime de soi, on peut aussi ne pas se sentir bien tout le temps, avoir des moments difficiles, dans certaines situations ne pas être sûr de soi. Et figure-toi que c'est pas pour autant qu'on doit se mettre 0 en estime de soi. Ça veut dire qu'on accepte le fait qu'à ce moment-là, on soit dans cet état. Et ce n'est pas non plus être admiré. Parce que si on veut être admiré alors qu'à l'intérieur de nous, on est en souffrance, on se manque de respect à soi-même et on se manque surtout de soutien à soi-même. Parce que s'écouter, c'est peut-être notre première priorité envers nous-mêmes. Absolument. En fait, c'est vraiment un retour à l'essentiel. C'est un retour à l'essentiel et c'est aussi accueillir la vie comme elle est. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que 10 sur 10 en estime de soi, ça veut dire que ça y est, la vie est parfaite et rose, etc. En fait, non, c'est une manière de justement traverser la vie avec beaucoup plus de douceur envers soi-même et plus de solidité, en se disant que peu importe les hauts et les bas, j'ai 10 sur 10 en estime de moi, donc je suis centrée en moi-même, je connais ma valeur et je peux du coup traverser la vie en étant dans un équilibre intérieur. Et après, dans les autres étapes, si vous avez besoin d'un accompagnement professionnel, sachez que ça existe. C'est primordial. C'est primordial de s'accompagner. Si on est à 0 en estime de soi, c'est primordial. Oui, si vraiment on est à 0 en estime de soi, qu'on n'arrive pas à trouver les solutions pour justement aller mieux, dites-vous qu'il y a des professionnels qui existent et que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même, c'est de faire cet accompagnement professionnel en allant justement chercher sur votre téléphone, sur Internet, etc., des personnes de référence qui seront là pour vous aider. Et s'il vous plaît, prenez conscience que votre existence est primordiale, est importante et que même si dans votre entourage vous n'avez pas le soutien nécessaire, ou que vous ne sentez pas écouté, ni que vous pouvez compter sur personne, sachez qu'il existe des personnes. Il existera toujours des personnes pour vous. Et qu'en fait, personne n'a vraiment une estime de soi pleine et totale, qui reste toujours acquise à vie. En fait, cette estime de soi, elle va bouger tout comme on respire d'ailleurs. C'est à chaque difficulté, le premier élément qui est touché, c'est notre estime de soi. On va se sentir comme coupable d'avoir une difficulté. Donc forcément, à ce moment-là, c'est un peu comme si on s'abandonnait nous-mêmes dans cet espace de nous et qu'on se dévalorisait nous-mêmes. Et là, les problèmes, on ne va pas réussir à les traverser parce que notre vrai pouvoir commence dans notre capacité à rester présent à nous-mêmes, quoi qu'il advienne, et à toujours nous dire que si on reste en lien avec cette force intérieure, puisque je pense qu'il faut vraiment se dire que la meilleure définition de l'estime de soi, c'est
d'avoir à l'intérieur de nous une force intérieure qui nous anime et qui représente notre premier soutien à nous-mêmes. Et cette force, elle se déploie parce qu'on sait se donner de la valeur, parce qu'on sait se respecter, on sait se regarder avec des yeux bienveillants et parce qu'on croit surtout à notre propre légitimité d'être et qu'on n'a pas besoin pour cela d'avoir une réussite parfaite pour mériter une place, notre place donc sur cette terre. Et elle ne dépend pas, surtout pas du regard des autres, ni de la relation que l'on va entretenir avec les autres, mais bien dans la valorisation personnelle qu'on s'accorde à nous-mêmes pour aller ensuite dans la relation aux autres, pour qu'ensemble, nous soyons tous équilibrés et alignés à nos objectifs de vie. Exactement. On a tous cette force de résilience à l'intérieur de nous. Il faut en prendre conscience et se dire que même si là, dans l'instant présent, tout me semble insurmontable, me semble tout noir, j'arrive pas à avancer, je sais pas comment je vais m'en sortir, sachez que vous avez cette force en vous et que vous pouvez toujours compter sur vous-même et sur cette force qui vous aidera à surmonter. Vous allez y arriver, gardez toujours foi en la vie et en vous-même parce que la vie a besoin de vous, a besoin de votre présence, a besoin de votre magnificence, de votre richesse. Oui, parce qu'en fait, c'est important aussi de dire, nous, pourquoi on se positionne dans nos podcasts sur des thèmes aussi forts, c'est parce que c'est tout le cœur de notre métier d'aujourd'hui, d'accompagner les personnes qui se retrouvent en difficulté émotionnelle et qu'on s'est rendu compte que la première difficulté était en lien avec l'image que l'on a de soi, parce que tu l'as bien expliqué, donc en fait, souvent... c'est cette image qui va prévaloir sur véritablement ce qu'on ressent et ce qu'on est. On va toujours être dans l'image émotionnelle, l'idéalisation, et on va jamais être dans ce qui est vrai pour nous, c'est-à-dire notre vraie identité. Et il ne s'agit pas... d'ailleurs, dans nos accompagnements, de changer les personnes et de dire vous allez devenir quelqu'un d'autre. Pas du tout. Hein. Au contraire. Pas du tout l'idée. C'est au contraire de s'apprivoiser, se reconnaître, apprendre à se connaître pour ensuite se rapprocher, j'ai envie de dire, de soi et pouvoir se redonner le sens même de notre existence. Tout à fait, et en fait c'est vraiment ça, pour nous c'est super important, moi ce sont des sujets qui me touchent énormément parce que vraiment apporter sa contribution c'est important parce que quand nous-mêmes on traverse des choses, on essaie de justement se questionner sur, sur tous ces sujets et comprendre comment avancer, comment faire pour aller de l'avant, etc. Et partager cela avec vous, les auditeurs et auditrices de Radio MMDV, c'est super important pour nous. On espère que ça pourra apporter même 0,001% de positif à votre vie, de vous sentir peut-être un peu réconforté, de ne pas vous sentir seul dans ce que vous traversez. Et puis voilà, c'est important de se reconnaître et surtout, oui, on ne cherche pas à changer qui que ce soit. Au contraire, reconnaissez-vous dans votre valeur, dans votre authenticité. Et donc, si on devait conclure sur ce podcast qui est quand même très important, je pense qu'on peut répéter que pour avoir une bonne estime de soi, il est important de revenir à soi par des prises de conscience pour comprendre à chaque moment, quand notre estime de soi faiblit, qu'est-ce qui se passe, quel est le dialogue intérieur que l'on est en train d'entretenir. Est-ce que dans nos situations, il y a quelqu'un qui nous dévalorise ou qui nous rabaisse? Est-ce qu'on vit dans le passé et pas dans le présent? En fait, déjà revenir à soi par des prises de conscience et se redonner des petites phrases comme je m'aime, tout va bien, et je ne comprends pas pourquoi je me parle mal. La deuxième phase, c'est véritablement aussi apprendre à réparer cette relation que l'on a avec nous-mêmes dans notre rapport à la vie, qui n'est pas d'aller de s'auto-attaquer, de s'auto-juger ou de s'auto-saboter, mais bien de s'auto-soutenir si on doit rester sur cette idée du bien qu'on se fait à soi-même, se parler à soi-même comme à un ami,
transformer chaque critique au contraire en une parole remplie de douceur, et aussi recourir à l'écriture thérapeutique, parce que ça reste vraiment notre outil préféré chez MMDV. Je réécris ce que je pense de moi dans une version positive, donc ça nous permet d'apprendre et nous permet de progresser. Et surtout, je reconstruis ma valeur personnelle. Si je suis à une note donc basse en estime de soi, je me reconnecte à mes qualités, à mes talents, à mes forces, à mes petites réussites ou à mes grandes réussites, mais en tout cas, je me défocalise de tout ce qui ne va pas ou de ce qui est négatif. Et surtout, je sors de la comparaison. Et je reviens à un espace plus sécuritaire où je pose mes limites, où j'arrête jamais de me respecter, dans un espace où je pose des limites et où je me respecte, où j'apprends à dire non. Alors, apprendre à dire non, pour moi, c'est tout un concept. Je pense qu'on n'a pas besoin d'apprendre à dire non, mais véritablement à savoir dire non, plutôt. Oui. Et à s'affirmer, à ne plus se diminuer, parce que je l'ai entendu dans tes paroles, Luna, c'est quelque chose qui te touche comme ça me touche, parce qu'il y a beaucoup de situations actuelles, notamment chez les jeunes, où ça mène à des situations dramatiques, le manque d'estime de soi, et qu'il est important que nos jeunes, nos enfants puissent s'appuyer sur les valeurs qu'on va leur donner à la société, pour qu'ils puissent eux-mêmes se retrouver dans un équilibre et un alignement. Et dans une sécurité. Et surtout, c'est vraiment important d'exprimer, de laisser un espace de dialogue ouvert pour ne pas justement se taire, parce que c'est super important d'exprimer, même si c'est difficile, de réussir à le dire, même en écrivant ou autrement. Exprimez-vous, ne vous taisez pas de ce que vous subissez au quotidien, dites-le, même si vous avez l'impression que quelqu'un n'a pas le temps ou je ne sais pas, parlez, insistez. Il est important de s'exprimer et de ne pas avoir l'impression aussi d'être une charge pour l'autre. Vous n'êtes pas une charge pour l'autre, vous ne dérangez personne, surtout si vous avez besoin d'aide à ce moment-là, exprimez-vous. Même, on vous disait tout à l'heure, que ce soit parler à un professionnel qui fait ça comme métier, trouvez des outils pour vous venir en aide. Alors nous sommes dans l'auto-accompagnement, ça veut dire qu'on se place après l'accompagnement professionnel quand il ne s'agit pas de quelque chose de traumatique ou de médical. Apprendre à avoir des outils pour au quotidien, donc être dans des rituels de valorisation envers soi-même. Parfois ça prend 2 minutes, mais déjà c'est une vraie transformation, parce que notre estime de soi, c'est vraiment notre base, en fait, c'est notre base intérieure. Et quand on arrive à faire de cette base quelque chose une base saine, en fait, c'est sur cette base saine que je peux tout construire et que je vais sortir des doutes, des hésitations, des peurs. Et donc, lorsque j'accompagne l'estime de soi, ça ne veut pas dire que je vais zapper les émotions, que je vais d'un coup de baguette magique transformer le dialogue intérieur ou vraiment être dans abracadabra, tout est parfait. Par contre, juste que la personne apprenne à s'identifier dans « je suis » et non pas « j'ai » ou « je parais » ou tu vois, donc vraiment l'être et non pas le paraître. Et à partir de ce « je suis dans ma vie », ça veut dire je suis alignée à mes objectifs de vie, à ce que je veux pour moi et non pas à ce que je pense que les autres veulent pour moi. Et donc je pense qu'on peut vraiment s'arrêter sur cette belle philosophie du « j'habite ma vie » avec ma maison intérieure d'estime de soi parfaitement décorée. Magnifique, vraiment. Et répétez-vous ces phrases. J'ai 10 sur 10 en estime de moi, j'ai de la valeur, mon existence est importante, je m'aime, je suis incroyable, je suis une star, la star de ma propre vie. Donc voilà, vous êtes la star que vous pensez être, donc n'en doutez jamais. Et puis voilà, on a besoin de votre lumière en fait, donc... allez-y, brillez et n'ayez plus peur de rayonner fort.
Voilà. Bravo, donc, et surtout, on a tout le droit d'être là, ici et maintenant. On a de la valeur juste parce qu'on est des êtres humains, Luna. Exactement. Donc merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. On espère que ça résonnera, que ça vous fera du bien. Et n'hésitez pas à le partager à des personnes qui en auraient besoin parce que voilà, c'est apporter sa petite contribution aussi au bien-être du monde. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, les mots de MMDV, les mots de vie pour les citations quotidiennes, Maryse.autrice pour les aventures inspirantes de Maryse, Luna Muse pour mes aventures inspirantes. Restez abonnés à Radio MMDV pour ne rater aucun épisode de nos podcasts et aussi nos méditations, les méditations que Maryse se fait un plaisir de La réaliser. prochaine méditation sera sur ce thème, Luna, c'est évident. Pour prolonger l'accompagnement, une bonne méditation sur ce thème, je pense que ce sera déjà un bel outil pour intégrer tout ça. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos propres expériences en commentaire. On se fera vraiment un plaisir de vous répondre, de vous lire. Si vous avez besoin de vous exprimer. Communiquer avec nous. Donc nous, moi j'aime bien dire tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Ça veut dire qu'on est totalement ouverte donc aussi à tout ce qui nous permet d'apprendre aussi des autres, d'apprendre de nous-mêmes et d'ouvrir cette démarche d'estime de soi, d'amour de soi dans une œuvre magnifiquement collective. Tout à fait. Allez sur mesmotsdevie.fr pour retrouver des textes sur ces sujets, des chroniques, le journal pratique qui est aussi un super outil pour s'accompagner dans l'écriture thérapeutique. Et faites un tour sur mmdvstore.com, notre boutique en ligne, pour justement, c'est que des objets, des créations qui sont réalisées pour vous faire du bien, pour apporter la petite touche de magie à votre quotidien. Et même si vous voulez offrir un peu de douceur à une personne qui vous est chère, c'est aussi de très beaux cadeaux. Oui, ça tombe bien, c'est bientôt la Saint-Valentin et je pense qu'on peut vraiment conclure en disant comme j'ai de la valeur parce que je me reconnais dans cette valeur et que je me traite avec amour, je peux aller vers l'autre pour une belle histoire d'amour. Mais Exactement. Sans estime de soi, l'histoire sera quand même un peu compliquée. Et je pense que le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même, c'est véritablement de se donner tout le temps nécessaire pour avoir une belle estime de soi et ensuite être dans une relation à l'autre qui va être une relation de construire cette estime de soi de manière encore plus forte et plus belle. Exactement. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à très vite pour à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Bisous bisous.